Donc, Ariane, sans te couper la parole encore une fois, en date du 30 avril, le FPR demande aux Nations Unies ou à la Commission, en tout cas à la communauté internationale ou au Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas intervenir au Rwanda pour aider les Rwandais à gérer cette crise, une crise qui, on le sait, était en train d'emporter des milliers de vies. Donc le FR mentionne clairement de ne pas intervenir en date du 30 avril. Et nous savons, comme tu viens de le dire, et puis moi-même, j'étais au Rwanda et puis j'ai été un témoin oculaire de ces bavures et puis j'ai été aussi une victime à un certain moment, même si je ne suis pas mort, je n'ai pas perdu ma vie. Mais ce que tu veux dire, c'est que pour des intérêts quelconques, le FPR a clairement refusé que la communauté internationale intervienne au Rwanda. D'après ce que j'ai vu sur ce communiqué donc, qui est disponible sur Internet, donc tout le monde, je pense que tout le monde l'a vu après moi en plus, parce que moi je l'ai vu plus tard. Je sais pas, j'ai dit que le 30 avril, il n'y avait plus personne à sauver. Je ne sais pas pour quels intérêts, ça j'ai aucune idée, je ne vais pas spéculer sur ça parce que je ne suis pas dans leur tête pour savoir ce qu'ils voulaient, mais ce que je vous dis, c'est que le 30 avril, le génocide n'était pas fini parce que la majorité de ma famille qui habite dans le sud du pays ont été tués au mois de mai et au mois de juin. Il y a d'autres personnes qui peuvent le confirmer. D'ailleurs, je pense qu'au mois d'avril, c'est plus la population dans des grandes villes comme Kigali puis Alep, mais la majorité des Rwandais, des rescapés du génocide ont été tués au mois de juin et de mai. C'est ce que je pense. Voilà. D'accord. Sinon, je peux continuer pour la question. Donc là, je vais finir sur cette question. Pour Madame Adeline, moi, je dirais qu'une rescapée du génocide, moi, je vous dirais que quand j'ai vu cette convocation de RIP, moi, je ne la revenais pas parce que je me disais c'est un fake news. Puis après, j'ai su que c'était la vérité. Et Achille et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent maintenant, vous savez que nous sommes dans la période de commémoration du génocide, le 7 avril. C'est là où ça a commencé. Et Madame Adeline a reçu cette convocation le 8 avril. À ce moment-là, le monde entier est en train d'envoyer des messages de sympathie pour les rescapés du génocide. On a reçu plein. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est partout. Tous les Rwandais, tous, soit confondus, ont envoyé des messages de sympathie aux rescapés du génocide. Je n'en revenais pas qu'un organe de l'État, l'État qui est supposé supporter les rescapés, a envoyé une convocation à une rescapée du génocide le 8 avril, au moment où elle commençait à se rappeler et entrer en communion avec les siens qui sont morts pendant le génocide. Et c'est d'autant plus choquant parce que je pense que vous avez tous entendu une communiqué de RIB justement qui donnait des avertissements à la population rwandaise en leur disant que ces moments sont très difficiles, qu'ils doivent absolument ne pas blesser les rescapés. Et puis ils ont même mis les articles de la loi qui sont utilisés quand on a fait la loi par rapport à ne pas soutenir les rescapés durant ces moments difficiles. Mais maintenant, c'était un RIB qui faisait, donc qui traumatisait une rescapée du génocide. Et là, je me pose la question, quand c'est RIB qui a fait la loi par rapport aux rescapés, où est-ce qu'on fait une plainte? Donc, pour moi, c'était ce qui demandait aux gens, ils l'ont fait. Donc, Madame Adeline, qui a perdu son mari, qui a été tué, son mari a été tué, qui a perdu un membre de sa famille. En plus, il y avait quelques jours, elle avait commémoré aussi la mort de son mari. Donc, pour moi, c'était comme une double dé dont elle était entrée là-dedans. On n'a même pas entendu les 100 jours parce que, tu sais, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce n'est pas une faute qui RIB peut convoquer quelqu'un. Ça, c'est permis selon la loi. Mais le moment choisi était très mauvais.
Donc pour moi, c'était très grave, c'était choquant, j'étais estomaquée par ça. Merci. Merci Ariane pour cette analyse et puis ce point de vue qui est tout à fait crédible par rapport aux événements qu'on observe au Rwanda et puis par rapport à la dictature que fait subir le FPR sur la population rwandaise dans son ensemble. Et puis parlant de Madame Adeline Bigara, je pense que je l'ai mentionné au début, mais je veux juste le répéter pour que nos auditrices et puis nos auditeurs comprennent un peu pourquoi on fait cette émission et puis pourquoi on parle d'elle. C'est une dame qui est rescapée effectivement du génocide contre les Tutsis. C'est une femme dont le conjoint était un homme d'affaires rwandais, un homme d'affaires qui a, on ne va pas le cacher, qui a vraiment aidé financièrement le FPR lorsque le FPR était en train de mener la lutte pour libérer le Rwanda ou pour changer le climat politique au Rwanda. C'est un homme qui s'est impliqué financièrement auprès de ce mouvement. Et on parle aussi de cette dame parce que à un certain moment, cet homme a été, il a été clairement assassiné par le régime en place, le régime qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Il a été assassiné et après son assassinat, sa conjointe, donc Madame Adeline Twigara, ainsi que ses deux filles ont été emprisonnées pendant à peu près 1 an et après cela ils ont été libérés. Mais depuis qu'ils ont été libérés, on constate qu'il y a une forme de cruauté mentale, il y a une forme de torture psychologique qui est faite contre cette dame et sa famille. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'elle. C'est une grande dame qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur et qui clairement au Rwanda en ce moment, qui ose dénoncer et mentionner l'ensemble des injustices que subissent les Rwandais. Donc c'est pour ça qu'on en parle et Ariane, je te remercie encore. On va revenir encore, je vais te solliciter tout à l'heure, mais j'aimerais poser une question à Yvette Oumouguide qui est avec nous, qui est en Belgique, par rapport à le Rwanda se vante, et puis le Rwanda se vante avec raison en partie d'avoir le plus haut taux de femmes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire chez les parlementaires. Et donc, ça veut dire qu'on devrait pouvoir observer certaines avancées et certaines améliorations par rapport aux droits de la femme et par rapport à la promotion du genre féminin. Yvette Oumouguide, par rapport à cela, et puis par rapport à l'espace qu'occupe la femme rwandaise dans ce pays, surtout dans l'espace politique, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et puis nos auditrices? Bonjour Achille, une fois de plus, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Internet. Merci une fois encore pour l'invitation. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord me joindre aux rescapés du génocide contre les Tutsis dans leur douleur en cette période de commémoration. Je présente également ma solidarité à toutes les victimes endeuillées durant les 100 jours apocalyptiques dans lesquels nous sommes, comme l'a très bien rappelé Ariane. Alors, vous me demandez, par rapport au Rwanda, un pays, en effet, promouvoir des valeurs féministes, des valeurs panafricanistes. Pour moi, c'est une image de façade, mais si vous me permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais brièvement revenir peut-être sur... J'apprécie aussi beaucoup que cette émission soit faite en français, parce que ça permettra, je l'espère en tout cas, à la communauté internationale qui n'a pas souvent l'occasion d'assister à ce genre de discussion. En tout cas, ces discussions se passent et se passent beaucoup sur beaucoup de radios et beaucoup de chaînes YouTube en Kenya-Rwanda.
Et ici, c'est une opportunité vraiment pour moi, vu que ça se passe en français, de vraiment interpeller la communauté internationale, de venir en aide à Madame Guigala, qui, comme vous l'avez dit, subit des menaces. À ce stade, c'est encore des menaces psychologiques, mais nul ne doute que, bien évidemment, comme on l'a vu pour beaucoup, ça commence d'abord par le harcèlement. Et puis, quand on ne cède pas au chantage, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, ici, on le sait, Madame Guigala, donc elle a été convoquée récemment suite aux propos qu'elle a tenus lors des commémorations. En tout cas, le RIB n'a pas communiqué la raison, mais on se doute, et Madame Guigala l'a aussi dit dans une interview récemment qu'elle a donnée, que c'est bien évidemment suite aux propos qu'elle a tenus lors de la commémoration de son mari, où elle dit clairement qu'elle a assisté à l'assassinat de son mari, qui a été assassiné devant ses yeux et devant les yeux de sa fille Anne Guigala en 2015. Suite à ça, elle a été jetée en prison, ce qu'on a tous pu voir, détenue dans des conditions invivables pour elle, pour ses deux filles. Et aujourd'hui encore, parce qu'elle refuse de se taire et de cacher les atrocités du gouvernement, parce que pour elle, donc le gouvernement veut nous faire croire, une fois de plus, que c'est un accident, comme on a déjà pu l'entendre par le passé pour d'autres, un accident, un suicide. Et à chaque fois, on invente des choses. Et donc ici, dans le cas de M. Assinapol Guigala, on nous fait croire que c'est un accident. Madame Guigala l'a rappelé, ce n'est pas un accident, c'est un assassinat. Et parce qu'elle refuse de se taire, aujourd'hui, elle est convocation à laquelle, évidemment, elle n'a pas répondu, bien heureusement, parce que, comme l'a rappelé Ariane, on est en période de commémoration du génocide, et c'est très grave, en fait, que ce soit même l'État qui l'appelle en cette période. Au lendemain, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Alors, vous m'avez demandé, le Rwanda, est-ce que c'est un pays féministe? Pour moi, non. Je pense que c'est une image et une stratégie politique qu'ils ont mis en place pour plaire à l'extérieur du pays. Et malheureusement, ce qui est regrettable dans notre pays, c'est que toutes ces stratégies politiques qu'on met pour se donner une belle image, pour plaire, c'est la population qui paye les pots cassés de tout ça. C'est comme cette image de panafricanisme qu'on n'arrête pas de nous chanter et de nous mettre en avant. Comment est-ce qu'on peut se dire panafricaniste et être le premier pays à piller son voisin? Tout ça, c'est des images. Et je vais peut-être terminer en donnant un exemple. On le sait récemment aussi, Madame Ida Mangé a été également arrêtée. Elle a été arrêtée en période de menstruation. Et durant cette période, elle s'est vue refuser les premiers soins nécessaires. Même pas des soins, elle s'est vue refuser des serviettes hygiéniques dans le but de l'humilier. Alors, moi, j'aimerais quand même interpeller aussi toutes ces femmes au gouvernement. 64%, c'est pas rien. C'est très beau, mais ça ne doit pas être que des chiffres. Moi, j'aimerais demander à ces dames de se lever. En Kinyarwanda, s'il y a une personne, en tout cas dans la culture rwandaise, s'il y a une personne qu'on respecte énormément, c'est Umubyeyi, une mère, un parent. Et ce qu'on inflige à ces femmes, c'est maman, ici Madame Guigala, qui a quand même un certain âge, ce qu'on lui inflige, qu'on a infligé à ses filles, ce n'est pas acceptable. Alors, mesdames les ministres, vraiment, pour une fois, prenez votre courage à deux mains et osez, comme toutes ces femmes, comme Adeline, comme Ida Mangé et comme beaucoup de femmes, osez vous lever et vous indigner parce que ce n'est plus possible en fait, parce qu'on sent qu'il y a une tension énorme et que les femmes en ont gros sur le cœur dans ce pays. Et donc il est vraiment temps
en tout cas qu'elles réagissent parce qu'elles sont une majorité. Elles devraient, pour moi, faire vraiment quelque chose. Donc, je terminerai par là. Merci beaucoup, Yvette. J'ai un autre élément sur lequel j'aimerais que tu nous partages ton avis ou ton analyse. Et puis, Ariane aussi, je voulais demander de nous donner son analyse par rapport à cela. Vous venez de mentionner Madame Damanier. Je rappelle que c'est une dame qui a démarré une chaîne YouTube pour dénoncer les injustices que les Rwandais subissaient, et surtout des injustices qui ont été amplifiées par la crise sanitaire liée à la Covid. Et donc, dernièrement, nous avons entendu une dame qui est quand même au plateau, bien qu'il y ait un certain renom dans ce pays, Madame Yolande Mukagasana, qui a utilisé un mot en Kinyarwanda que j'essaie de traduire en français, mentionnant que si elle avait été en face, ou si elle avait pu avoir Madame Ida Mangé dans ses mains, elle l'aurait croqué. Il a utilisé le mot en Kinyarwanda, je ne me rappelle pas très bien le mot qu'il a utilisé, mais je pense que c'est le mot Gouré Kenya, qui veut dire clairement croquer. Et donc, puis Madame Ida Mangé est une dame aussi rescapée du génocide qui a été commis contre les Tutsis. Par rapport à cela, par rapport à l'attitude de certaines femmes. Puis je veux aussi rappeler que Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, aussi avait eu des propos inhumains par rapport à l'assassinat de l'ancien chef des renseignements du gouvernement rwandais, colonel Patrick Karegeya, où on a vu ses posts, on a vu ses écrits sur Twitter, où il disait clairement aux enfants de ce monsieur que leur père était mort et qu'il est mort comme n'importe qui, et puis qu'il méritait d'ailleurs de mourir, et puis qu'il n'avait même pas le droit de pleurer. Rwanda est présenté comme un paradis sur terre par certains milieux, dans certains médias. Les Rwandais, selon les derniers rapports des Nations Unies, sont parmi les populations les plus tristes, la population qui est la plus triste au monde, devant à peine des pays faillis comme l'Afghanistan, le Zimbabwe, et même les Syriens ou les gens au Yémen qui sont dans une guerre depuis des années sont beaucoup plus heureux que les Rwandais, et ça devrait interpeller vraiment cette communauté internationale qui continue à soutenir les yeux fermés. Et peut-être pour terminer, je voudrais ajouter que ce n'est pas que les Nations Unies qui disent qu'il y a des problèmes de droits de l'homme, des violations de droits de l'homme au Rwanda. À chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, le Rwanda est toujours parmi les pays les plus épinglés. Je pense récemment au rapport de Freedom House. On voyait que dans les pays les plus répressifs en dehors de leurs frontières, le Rwanda était le premier pays africain, peine derrière des pays comme la Chine ou la Russie. Je ne sais pas si vous imaginez la différence de moyens et de taille de pays comme la Russie, pour que le Rwanda puisse être comparé à ces pays en termes de répression. Je ne sais pas si vous imaginez les moyens considérables que l'État doit mettre dans la répression. C'est quasiment un pourcentage non négligeable du PIB qui, au lieu d'être utilisé pour le développement des zones rurales comme on en aurait besoin, semble plutôt être mis une énergie considérable vraiment dans la répression de toute voix dissidente, alors que ce n'est pas la solution, parce qu'au plus on réprime, au plus il y aura des voix qui vont s'exprimer, et au plus le régime réprime, et on a l'impression qu'on est dans un cercle vicieux qui semble sans fin tant qu'il n'y a pas une prise de conscience qu'il faut changer de cap absolument. Merci beaucoup, Lou Mouza, pour ton analyse qui est assez crédible. Et là, je vais poser la question à chacun ou chacune de vous par rapport à un message qu'on peut donner à Madame Adeline Kwigara, que ce soit un message de soutien ou d'encouragement, mais aussi un message qu'on pourrait donner à la communauté rwandaise dans son ensemble, et un message qu'on peut donner au gouvernement rwandais, où même si on sait que nos messages ne sont pas écoutés ou ne sont pas tenus en compte par ce régime, mais aussi un message qu'on pourrait donner à la communauté internationale, où tu viens d'en parler, mais de façon explicite, essayons d'encourager cette dame, une grande dame que j'ai connue, que j'ai eu la chance de côtoyer et qui est très courageuse. Moi, vraiment, je souligne
ce courage de pouvoir dénoncer des bavures dans une dictature féroce comme celle du FPR. Maintenant, nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas au Rwanda, donc nous jouissons quand même d'une certaine liberté qui nous permet de nous exprimer et puis de mentionner ou d'informer les Rwandais et la communauté internationale par rapport à ce que la communauté rwandaise vit au Rwanda en ce moment et aussi à l'extérieur. Donc je vais demander à Yvette si elle a un message à donner à Mme Rwigara, si elle a quelque chose à souligner et si elle a un message à donner à ce régime dictatorial du FPR de Paul Kagame et aussi à la communauté internationale. Yvette, la parole est à toi. Merci Achille de me redonner la parole. Moi, je commencerai par un message de soutien pour Madame Rwigara, de vraiment lui dire de tenir bon, de continuer à crier haut et fort, et surtout de continuer à réclamer justice pour son mari, et de continuer à dénoncer les injustices qui lui sont faites, mais qui sont également faites à toute une grande partie de la population qui vit au Rwanda. Je salue son courage et je sais que c'est quelqu'un qui croit, qui est très croyante. Moi-même étant croyante, vraiment je la porte dans mes prières et qu'elle tienne bon et vraiment voilà, Dieu est avec elle. Et Dieu du côté de la vérité et de la justice. Et même si ça dure longtemps, je pense qu'elle finira par avoir justice. Un message pour la communauté internationale, je pense que Moussa l'a très bien dit, c'est vraiment d'arrêter de soutenir. Arrêter de soutenir le gouvernement rwandais qui, depuis des années, n'arrête pas de tuer sa population. Vraiment arrêter de soutenir. Et là, on n'en est même plus au stade où c'est juste la scène du Rwanda, mais on a également la population du Congo qui est aussi victime en fait de tout ça, et donc vraiment d'arrêter de soutenir. Et alors, pour finir, un message au gouvernement, j'en appelle, s'il y a encore une once d'humanité qui reste en eux, vraiment. J'en appelle à cette once d'humanité pour enfin écouter la population, parce qu'un gouvernement, il est là pour servir le peuple. Et donc vraiment, servez le peuple, Mukole la Banyarwanda, soyez au service de la population rwandaise. Voilà, merci. Merci Yvette pour ton message d'encouragement à Madame Adeline Rwigara et aussi à cet appel que tu fais au gouvernement rwandais de clairement changer de méthode de gouvernance pour permettre aux Rwandais de vivre en paix et de vivre surtout de façon digne. Merci beaucoup. Je vais aussi je vais poser la question à Ariane par rapport aux questions que je t'ai posées. Je demanderai à Ariane aussi d'intervenir. Ariane, la parole est à toi. Merci Achille, et puis je remercie Yvette qui vient de me précéder. Ce que je peux dire d'abord un mot pour Madame Rwigara Adeline, c'est que je l'embarrasse très très fort. En tant que rescapée du génocide, je comprends parfaitement ce qu'elle est en train de vivre, même si je ne peux pas vraiment sentir ce qu'elle ressent, parce qu'elle, c'est vraiment très très fort. Et puis ajouter aussi la mort de son mari. Donc je lui envoie mes sympathies, je l'aime beaucoup. Et puis je sais que c'est une croyante qui prie beaucoup, c'est là où elle puise sa force. Donc je lui envoie mes sympathies, bon courage, et puis en espérant que vraiment les gens vont comprendre et puis qu'ils vont la laisser tranquille, pour qu'elle puisse se rappeler en paix, avec un cœur tranquille, des siens qui sont morts pendant le génocide. Un mot que je peux dire à la communauté internationale, c'est vraiment, je sais que la communauté internationale en général, ils sont vraiment par les intérêts. Donc dans tous les pays, on le voit, c'est par intérêt. Il y a beaucoup de gens comme toi, Achille, qui a étudié
étudié la politique et tu peux comprendre la géopolitique et comment ça fonctionne. Donc, pour moi, ce que je peux leur demander, c'est vraiment cette région des Grands Lacs, et plus particulièrement le Rwanda, a beaucoup souffert, a beaucoup vraiment souffert. Alors, il est grave qu'ils nous aident à mettre de l'ordre dans nos affaires. Et puis, parce que moi, je me dis que toutes ces guerres qu'on voit là-bas, que ce soit chez nous, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment parce qu'ils ont une main là-dedans. Donc, c'est vraiment de nous aider et de ramener la paix parce que le Rwanda, on en a marre de la violence. Pour ce qui est de la communauté, du gouvernement rwandais, moi je dis toujours, moi je ne cherche pas le pouvoir, moi je m'en fous qui est aux commandes du pays, mais tout ce qu'on a besoin, c'est que les Rwandais, on ait la paix, parce que ça fait très 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 longtemps, ça fait plus de 60 ans, qu'il y a toujours du sang qui court sur le sol rwandais. Moi je me dis que tout le Rwanda en fait est imbibé du sang de ses enfants. Si ce sang pouvait sortir de la terre du Rwanda, je pense que le Rwanda serait submergé par le sang de ses enfants parce qu'il y en a plein, c'est plein. Donc, si c'est possible que les injustices s'arrêtent, et quand je parle d'injustice, parce que des fois j'ai des discussions avec les gens qui disent, mais partout il y a des injustices. Mais oui, partout il y a des injustices. Mais des injustices qui sont faites par l'État, on n'en trouve pas beaucoup. L'État est supposé prendre des criminels, il est supposé prendre des gens qui empêchent la paix à la population. Mais quand c'est l'État qui le fait, ça c'est grave. Et puis, quand je le dis, j'amène des faits, je ne le dis pas parce que je n'aime pas l'État rwandais, parce que ça c'est pas vrai, c'est pas que je n'aime pas l'État rwandais, comme je vous dis, je m'en fous qui est à la tête du pays, mais l'essentiel c'est que la personne qui est à la tête du pays s'occupe de toute la population, de chaque personne. Achille, on dit que le Rwanda, ça c'est une dictature qui est au Rwanda, et puis c'est partout, même pour les gouvernements d'avant, on dit que l'État c'est un parent. L'État c'est un parent. Mais dans ce cas, ça doit être un parent qui s'occupe de tous ses enfants et de ne pas laisser certains. Si je regarde la famille de Louis Gara, c'est une famille qui a été éprouvée depuis longtemps. Moi, je me rappelle, je lisais dans les nouvelles, dans les journaux, avec M. Louis Gara dans les années 2007, qu'il avait échappé, on voulait l'arrêter, il s'est enfui. Puis après, on a trouvé dans les journaux où on parlait qu'il était toujours en procès. Et avant d'être tué, il avait gagné un procès contre la ville de Kigali, il avait gagné des millions. Mais après, il a été tué, et puis les enfants ont pleuré leur papa, mais on dirait que c'était pas bon de pleurer ses parents. Et ça, c'est très grave. Regarde, maintenant, on est, durant la commémoration du génocide, on est tenté de pleurer les nôtres qui ont été tués par les assassins. Alors, imagine-toi, un enfant dont vient de tuer le parent, puis il demande des comptes. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tais-toi. Ça, c'est très grave. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui pourrait venir me dire, devant une mère qui a tué mes parents, me dit, tais-toi? Non, on m'encourage à en parler, à écrire des livres. On nous encourage. Mais pourquoi ce serait différent pour un autre enfant? Et là, je vais le dire, je n'ai pas de preuves. Quand on dit, vous ne savez pas que M. Louis Gara a été tué. Mais on pose la question, où est le chauffeur? Le chauffeur s'est enfui à la police. Et la police l'a très bien dit que ce chauffeur-là avait peur et qu'il est traumatisé. Ça fait 6 ans. Si vraiment la police n'a rien à se reprocher, où est le chauffeur? Donc, même quand il y a un homicide involontaire, il y a toujours une enquête et puis la personne est punie, peut-être pas autant que si c'était un homicide volontaire, mais ça, le chauffeur est toujours là. L'État ne l'a jamais montré. Est-ce qu'on devait empêcher Anne et Diane et puis la maman de Diane de pleurer? La personne, M. Louis Gara, non, parce qu'ils avaient besoin de soutien. Et puis je me rappelle très bien
ce que les gens disaient quand on parlait vraiment de la guerre de cette famille. Il y a certaines personnes qui disaient c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à se taire. Imagine-toi, on est en train de te dire c'est de ta faute, tais-toi. Mais pardon, il n'y a personne qui dit aux autres maintenant, quand ils sont en train de commémorer les lèvres, de se taire. Tout le monde est en train de parler. Donc, tout ce qu'on demande à l'État, en fait, c'est quoi? C'est vraiment de mettre un état de droit. Il y a des lois, il y a la constitution rwandaise. Personne ne devrait mourir. La peine de mort n'existe pas. Si quelqu'un a enfreint la loi et que tu veux lui donner vraiment une punition exemplaire, tu peux l'enfermer à perpétuité, mais tu ne le tues pas. Donc, ce que je pourrais demander maintenant, parce que le Rwandais, on a subi trop d'injustice, c'est vraiment que l'État soit comme un parent, comme je le dis, et que ce soit un parent pour tous les enfants du Rwanda. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Et ça, je le demande aussi à tous les politiciens, à tous ceux qui veulent aussi prendre le pouvoir. Parce que quand je regarde ce qui se passe à l'extérieur avec la violence qui est partout, ça ne me rassure pas. Voilà, merci. Merci Ariane pour ton intervention, très pertinente aussi. Je vais aussi demander à M. Ruhumuza d'intervenir par rapport à la question que j'avais posée. Ruhumuza, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Achille. Tout d'abord, par rapport au message que j'adresserai à Madame Adeline Rwigara, je voudrais personnellement, j'avais eu l'occasion d'écrire un article à l'époque où j'avais essayé de retracer toutes les persécutions qu'ils ont subies depuis l'assassinat de Paul Rwigara. Et je voudrais vraiment témoigner de mon admiration par rapport à son courage, sa persévérance et son audace. Vraiment, j'ai été très impressionné. Pour être quelqu'un qui est dans l'activisme depuis longtemps, qui parle souvent avec des personnes, je vois qu'il y a beaucoup de personnes au Rwanda qui subissent beaucoup d'injustices, des persécutions, et qui acceptent de souffrir en silence pour beaucoup de raisons. Parfois, je donne un exemple, encore une fille à qui j'ai discuté la semaine passée, j'avais voulu que quelqu'un puisse faire un témoignage, elle me dit non, moi je dois me taire parce que j'ai peur qu'au Rwanda, on pourrait nous enlever nos biens. Donc là, c'était la peur d'être financièrement, voilà, on va 4 ans en Bolivie, donc c'est-à-dire les possibilités. Ses parents sont indépendants au Rwanda, et donc elle disait, voilà, si jamais on n'ose pas, j'ose parler de notre douleur par rapport au gouvernement, on va simplement nous enlever toute possibilité économique, plus personne ne va pouvoir commander chez nous, et mes parents vont se retrouver sans aucun sou. Parfois, il y a d'autres personnes qui ont peur qu'il y ait des répercussions sur leur famille, parfois il y a des personnes qui ont peur de perdre la liberté. Et depuis que Adeline Rwigara et sa famille ont commencé, je pense qu'ils ont subi toutes les formes de persécution presque possibles et imaginables qu'on peut imaginer au Rwanda. Celles qui sont visibles, comme l'emprisonnement injuste d'elle et de ses 2 filles, Anne et Diane, qui était la plus visible, mais aussi beaucoup de persécutions qui sont beaucoup plus invisibles et qui sont celles qui pèsent le plus peut-être sur les Rwandais parce que c'est dur de les dénoncer, comme par exemple tout d'un coup les autorités fiscales qui se ramènent en demandant des impôts disproportionnés qui ont que pour seul but de vous ruiner, la destruction de son hôtel, et malgré ça, et ça ce sont des exemples, je pense que quasiment tous les rouages de l'appareil étatique rwandais, il faut imaginer un État, donc que ce soit la police, les autorités fiscales, que ce soit les autorités politiques, il faut imaginer vraiment avoir tout un État qui est en train d'agir, au lieu de vous protéger comme c'est censé être le rôle d'un État, est en train de vous persécuter dans toutes les formes possibles et imaginables de persécution. Et malgré tout, aujourd'hui, en 2021, comme on l'a vu il y a encore 2 semaines, Adeline Rwigara, malgré tout ce qu'elle a traversé, elle refuse de garder le silence et continue à parler. Elle a été endeuillée, elle a été triste, mais elle n'a pas été brisée, elle continue à parler. Et je voudrais vraiment lui dire que je trouve qu'elle a un courage extraordinaire. C'est vraiment ça que j'ai envie de lui dire. Et lui dire qu'elle est une inspiration vraiment pour beaucoup de Rwandais, pour tous ces Rwandais qui souffrent en silence et qui voudraient peut-être pouvoir parler, s'exprimer la tête haute. Elle est vraiment une inspiration qui peut encourager les Rwandais à arrêter de souffrir et à dire que ça doit finir tôt ou tard. Donc c'est vraiment le message que je peux lui adresser, lui dire qu'elle n'est pas seule, et que si jamais elle nous entend, que s'il y a quelque chose, malheureusement, on est très impuissant face à des appareils, face à un État qui est soutenu par les plus puissants du monde, qui lui aussi a énormément de moyens, des moyens qu'on n'imagine pas, et surtout qui met dans la répression. Mais vraiment, s'il y a la moindre chose qui est dans notre pouvoir, dans lequel elle aurait besoin de nous pour qu'on l'aide, que ce soit pour
pour faire écho à sa voix, à son message, lui dire vraiment qu'on est là pour elle, et qu'on pense à elle et que c'est vraiment une aspiration. Enfin, la deuxième question qui nous était posée, c'était par rapport à la communauté internationale, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, le message que je voudrais adresser à la communauté internationale, c'est oui, on est très conscient que malheureusement que la politique internationale, c'est une politique qui est cynique, parce qu'en politique, il y a souvent la phrase qui dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais ce que je peux leur dire, c'est que s'ils veulent aller au Rwanda, vraiment, il est de votre intérêt de ne... On est très content que vous veniez au Rwanda, vous vouliez soutenir le Rwanda, mais s'il vous plaît, il faut soutenir le peuple rwandais et pas le régime rwandais. Ce n'est pas dans votre intérêt de soutenir un régime qui est en train d'oppresser son peuple. Aujourd'hui, peut-être que vous y voyez votre intérêt, vous voyez que ça marche, vous êtes loué, mais tôt ou tard, ça peut se retourner contre vous. Et l'exemple que je peux donner, peut-être le plus éclairant, vu que c'est un exemple d'actualité, c'est l'exemple de la France. Vous avez vu récemment le fameux rapport Duclerc. Peut-être la France à l'époque, parce qu'ils ont décidé, ils soutenaient le régime Habyarimana, et au lieu de peut-être de regarder l'intérêt de tout ensemble, ils ont pris vraiment parti dans le conflit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la France, elle est souillée. Les dirigeants français de l'époque, maintenant, ils se taisent, ils se cachent, ils s'excusent. La France, parfois, il y a des responsabilités qui sont épinglées à juste titre, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses. La France, elle est calomniée, elle est traînée dans la boue, elle est obligée de s'excuser aujourd'hui, elle est obligée de... Donc, vraiment, la France, le pays, je parle dans son sens, que l'État français a été vraiment taché par rapport à son action au Rwanda, parce qu'au lieu de soutenir le peuple, ils ont soutenu le régime. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que malgré la commission de Duclerc qui vient de pointer certaines failles qui ont été faites par la France avant 1994, on dirait qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est en train de faire exactement le même schéma, c'est-à-dire vouloir de nouveau revenir au Rwanda, plutôt que de soutenir la population rwandaise à avoir cette aspiration à la liberté, au bonheur, puissance, comme on dit au Rwanda, elle est en train de soutenir de nouveau aveuglément le régime de Paul Kagame en fermant les yeux sur les injustices. On n'a jamais entendu parler, bientôt il a une visite au Rwanda, on se pose la question s'il ne va jamais évoquer la question des droits de l'homme, est-ce qu'il va demander qu'il y ait une enquête par rapport à la mort de Kilito, est-ce qu'il va demander où est-ce qu'ils ne sont battus, tout cela m'étonnerait. Donc de nouveau, ils sont en train de faire exactement les mêmes erreurs, et peut-être Emmanuel Macron ne se rend pas compte, parce que M. Mitterrand n'est plus là aujourd'hui, le président François Mitterrand, et peut-être que dans 15 ans, 20 ans, quand les choses auront changé, Macron sera le premier à regretter, il pourra peut-être même faire, tout comme dans certains médias français subissent des pressions de pouvoir être traîné en justice, Emmanuel Macron, des gens lui poseront des questions. Donc je disais, vraiment ouvrez les yeux, apprenez du passé, arrêtez de soutenir le régime rwandais, soutenez le peuple rwandais, et ça c'est aussi votre intérêt. Enfin, par rapport au gouvernement rwandais, ce que je peux leur dire aussi, c'est moi, j'ai passé l'étape vraiment de les supplier, de leur demander non-humanité. Donc, je pense que le message que je voudrais, c'est regarder aussi votre intérêt à vous. C'est vrai que j'ai l'impression que quand on est du côté où on est tout puissant, où on oppresse, on a l'impression que peut-être que les choses ne se retourneront pas, que ça restera comme ça. Mais pensez également, il est dans votre intérêt vraiment que les choses puissent changer, qu'il est dans votre intérêt d'arrêter de persécuter les personnes. Je prendrai l'exemple vraiment qui s'est passé, on a pu peut-être le voir dans le printemps arabe. Vous voyez même Kadhafi, par exemple, je pense que jusqu'au bout, il était, au lieu d'écouter les revendications du peuple, il a continué même jusqu'à la dernière minute à les traiter, vous êtes des rats, à vouloir les écraser, à penser tout puissant. Et je ne souhaite pas à Paul Kagame la mort comme celle aussi humiliante et terrible que celle de Kadhafi, mais ce que je dis simplement, c'est il faut prendre des précédents, et donc si ça continue comme ça, tôt ou tard, ça ne peut pas continuer indéfiniment à oppresser les gens, à oppresser des personnes innocentes, comme une rescapée d'une Palestine, comme Adine Bulgara, une famille qui a déjà tant souffert. C'est la famille qui mérite le plus justice, et au contraire, au lieu de lui donner justice aujourd'hui, on continue les persécutions, etc. Donc je dirais vraiment au régime rwandais, c'est ouvrez les yeux, c'est vraiment dans votre intérêt d'avoir une autre approche, d'apaiser les choses, d'apporter une justice, parce que tôt ou tard, les choses, vous ne serez plus en contrôle, et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Au moment où vous voudrez demander le dialogue, où vous voudrez tendre l'oreille à ceux qui écoutent, ce sera beaucoup trop tard, et ça risque de se terminer vraiment de manière violente pour vous, et vraiment pour éviter ça, soyez à l'écoute, essayez de changer de cap tant qu'il est encore temps. C'est vraiment le message que j'adresse au régime rwandais. Merci beaucoup, Ruhumuza. Pour ton intervention, une intervention qui est aussi caractérisée par une forme de lancement d'alerte à la communauté internationale par rapport à ce que les Rwandais vivent en ce moment.
Ariane, en 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Oui, merci Achille. Je te remercie encore de m'avoir invité dans cette émission. Et puis je remercie aussi aux gens à Lumouza Yvette avec qui on était ensemble. Ce que je peux dire encore à Madame Adeline, c'est vraiment de rester forte. Et puis je prends aussi cette occasion pour soutenir aussi des sympathies à toute la famille, à ses enfants, parce que tu sais, quand on voit une mère souffrir, c'est le pilier, Adeline c'est le pilier de la famille, donc les enfants souffrent aussi, donc aussi je les envoie ma sympathie, et puis j'envoie aussi à ses frères et sœurs, et donc à toute la famille, donc je suis avec eux dans les prières, et puis voilà, donc voilà, c'est ça, c'est ce que je peux dire pour Madame Adeline. Et puis pour le gouvernement rwandais, donc vraiment parce que cette émission, c'était pour juste parler de Madame Adeline et qu'est-ce qu'il est en train de vivre, c'est que vraiment on lui permette de se rappeler, d'être vraiment en communion avec les siens qui sont morts, sans vraiment qu'il soit inquiété pour ce qu'on va lui demander, et d'attendre pour après la commémoration du génocide. Donc après les 100 jours, et là on pourra la convoquer si on veut, puis lui demander des questions qu'on veut lui demander maintenant, mais vraiment attendre que la commémoration est finie, parce que c'est contre la loi en fait. Hein. C'est libre à dire, il dit s'il y a des actions qui perturbent une rescapée du génocide, c'est punissable par la loi. Donc, j'aimerais bien qu'il nous demande de faire en tant que Rwandais, Rwandaise, qu'il le fasse aussi. Donc, qu'il permette à cette maman vraiment de commémorer les signes en paix. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Merci vraiment d'avoir répondu à notre appel. Yvette Omohire, la parole est à toi pour le dernier mot. Merci Achille, merci de nous avoir invités aujourd'hui pour cette émission. Merci également à Ariane et Lumouza. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Et alors, moi je terminerai par un message avant de terminer par un message pour la famille Lugala, je voudrais adresser un message pour les Rwandais, plus particulièrement les Rwandais à l'intérieur du pays, parce que c'est vraiment de là que viendra le changement. Et je pense qu'on a des exemples, comme Madame Adeline justement, qui montrent l'exemple. Et donc vraiment, les Rwandais à l'intérieur du pays, vous êtes... La base du changement viendra de l'intérieur du pays et vraiment continuer à avoir le courage et la force de vous indigner, de vous battre et de dire tout haut ce qui ne va pas. Et c'est pas évident, c'est encore moins évident, je pense, et le dire, moi, ici à l'extérieur du pays, c'est encore moins crédible, mais vraiment, je pense que c'est à l'intérieur du pays qu'il faut faire les choses. Mais pour les Rwandais à l'extérieur du pays, soyons conscients de ce privilège que nous avons ici, d'être à l'extérieur du pays et de ne pas pouvoir être enfermés et de pouvoir justement dire et réclamer et surtout dénoncer les injustices à l'intérieur du pays. Donc vraiment, j'invite aussi toutes les personnes à l'extérieur du pays d'avoir vraiment ce courage d'oser dénoncer ce qui se passe et d'oser dénoncer les bavures du FPR. Alors, je terminerai par un message pour Madame Lugala, ses filles et toute la famille. Soyez forts, on est avec vous, on est en union de prière ensemble et vraiment beaucoup, beaucoup de courage en ces moments très, très difficiles. Merci beaucoup, Yvette, pour ce message assez fort à la famille Lugala et aussi à ton message patriotique par rapport aux Rwandais et aux Rwandaises et au Rwanda. Lumouza, parole à toi pour le mot de la fin. Oui, merci Achille. Peut-être juste avant de dire le mot de la fin, je voudrais
rebondir sur le message de cet auditeur de Radio ITM qui explique qu'en Russie, on a le droit de manifester. Effectivement, ça me permet de rebondir en disant, en appelant les Rwandais à cesser de relativiser ce qui se passe chez nous, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, dans d'autres pays, aux États-Unis, la police tue des gens, en Russie, en Russie, il y a aussi c'est une dictature, ou en Chine. Mais je voudrais dire que vraiment, ce qui se passe au Rwanda, je pense que le degré de répression, je ne sais pas s'il y a un autre pays au monde dans lequel ça existe, ou dans lequel ça a déjà existé, parce que je pense non seulement au Rwanda, on dirait que je pense que c'est le degré de répression peut-être correspond vraiment au sens du mot régime totalitaire. Vraiment, c'est-à-dire que chaque aspect de la vie des Rwandais à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays est vraiment contrôlé. Je peux donner peut-être des exemples qui m'arrivent personnellement. Je vois qu'il y a même des gens ici en Belgique qui ont peur, par exemple, de commenter sur WhatsApp avec moi en privé sur des sujets sensibles. Des personnes qui même me demandaient, par exemple, peut-être un exemple qui m'a le plus choqué, c'était une fille qui, quand elle a vu les attaques contre l'Euro-AC, membre de Jambo SBL qui avait été attaqué par le gouvernement rwandais, elle avait simplement voulu me demander le numéro de l'Euro-AC pour pouvoir lui témoigner, lui dire courage, et elle a dû passer par signal, alors qu'habituellement on passe sur WhatsApp. Même demander le numéro de l'Euro-AC en Belgique, elle doit aller sur signal. Enfin, je donne cet exemple qui peut paraître anodin, mais c'est pour vous dire le degré de peur qui peut exister, même auprès des personnes qui vivent à l'étranger. Et c'est pas le seul, je pense peut-être un autre exemple qui m'avait choqué, c'est que j'avais été à la messe, à une des messes en hommage à Tito Mihigo qui avait été organisée en Belgique. On s'est retrouvé à l'église, et il était interdit, en tout cas dans une des messes, de prendre des photos ou des vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui avaient peur qu'on puisse voir qu'elles sont venues rendre hommage à Tito Mihigo en Belgique, en Wallonie. C'est un degré de peur qui existe et qu'il ne faut pas relativiser. Je ne sais pas si ça a déjà existé ailleurs. Donc c'est vraiment ça que je voulais souligner. Je dis qu'on étouffe. Il est vraiment temps que ça change et qu'on arrête de relativiser, de croire que c'est normal, que c'est comme ça partout. Il faut vraiment qu'on se réveille et que ça change. Enfin, peut-être le message que j'adresserai de nouveau, peut-être par rapport à Adeline Guigala, au gouvernement rwandais, je voudrais embrayer dans ce que Ariane a dit, vraiment de demander au gouvernement de foutre la paix, de laisser cette famille en paix, de laisser la famille tranquille. Et peut-être, j'irais même au-delà, plutôt que de leur demander d'attendre la fin des 100 jours de commémoration, une période dans laquelle il n'y a pas longtemps elle se souvenait encore de son mari assassiné et actuellement elle est en train de se souvenir de ses proches qui ont été tués pendant la génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, plutôt que d'attendre simplement la fin de la période des commémorations, je dirais simplement qu'il est temps peut-être de laisser cette famille tranquille. Cette famille a assez souffert. Il est vraiment temps peut-être de montrer le petit once d'humanisme, ou nous, comme je dirais, qui resterait dans le chef du gouvernement et de laisser la famille tranquille. Parce que la famille n'a plus besoin de se persécuter. Au contraire, elle a besoin d'être consolée. Elle a besoin de se voir établie dans ses droits, dans tout ce qui peut encore rester. Et donc, j'envoie encore toutes mes sympathies et je témoigne encore toute mon admiration à Adeline Guigala, à ses enfants et à toute la famille en général, qui est une famille qui fait preuve d'un courage exceptionnel. Je pense qu'à l'échelle du Rwanda, on a rarement vu autant de membres d'une famille qui montrent vraiment un tel courage. C'est vraiment impressionnant et je leur tire mon chapeau tout simplement. Ils sont une inspiration. Merci beaucoup, Ruhumuza, pour ton intervention. Effectivement, le plan de la famille Guigala, c'est une famille exemplaire par rapport à la lutte contre la dictature. C'est une famille qui a démontré ou qui nous a montré une force incroyable. Ils ont été très unis dans cette souffrance, que ce soit ceux qui sont au Rwanda à ce moment ou ceux qui sont à l'extérieur. C'est des gens qui ont été très unis face à la dictature du FPR et je dirais que c'est vraiment une famille modèle pour l'ensemble de la communauté rwandaise. Et si nous tous, nous pourrions avoir ce courage, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, et puis sans comparer les différents courages que nous avons, mais si l'ensemble des Rwandais pourraient avoir le courage que cette famille a démontré, je pense que les choses changeraient parce qu'on pourrait exercer un rapport de force par rapport au FPR qui est plus important et puis qui est plus conséquent. Je voudrais aussi, de ma part, je voudrais clairement dire que le FPR a échoué. Le FPR a échoué
dans sa quête du pouvoir et puis dans sa politique de maintien au pouvoir. Au lieu de proposer à l'ensemble de la communauté rwandaise des projets de société, un projet de société viable, un projet de société inclusif de tous les Rwandais, parce que nous sommes tous des Rwandais, nous sommes des citoyens et citoyennes rwandaises. Le pays est à nous. Le Rwanda, c'est notre pays. Le Rwanda, ce n'est pas une terre qui appartient au FPR, mais au lieu justement de mettre en place des politiques inclusives de l'ensemble de la communauté rwandaise, le FPR a décidé de gouverner le Rwanda par la terreur, par des tueries et par la manipulation de l'information et surtout par l'instrumentalisation des femmes. Pour rappel, les seules femmes on a eu 2 femmes qui ont osé s'opposer au régime de Kagame et qui ont posé leur candidature en tant que elles briguaient la présidentielle au Rwanda. Je parle de Madame Ingabire Victoire Umuhoza et de Diane Rwigara, la fille justement de Adeline Rwigara. Elles ont été emprisonnées pour le simple fait d'avoir brigué la présidentielle au Rwanda. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que au Rwanda, justement, il y a beaucoup de femmes qui lèvent le ton, puis qui parlent et qui n'ont pas peur de dénoncer ces bavures et puis ces injustices que vivent l'ensemble des Rwandais. Et ce sont des femmes qui sont très courageuses et j'inscris Mme Adeline Rwigara dans ce schéma. Des femmes courageuses et des femmes qui tiennent leur bout et qui fonctionnent selon leurs principes. Et donc, beaucoup d'admiration pour elle et nous lui lançons des ondes positives et nous l'encourageons beaucoup par rapport à la situation à laquelle il fait face en ce moment. Une situation qui est caractérisée par un triple deuil. Le deuil d'avoir perdu certains membres de sa famille durant le génocide qui a été commis contre les Tutsis, un deuil de vivre dans un pays où le régime est responsable et directement responsable de l'assassinat de son conjoint, M. Assinapol Rwigara, mais un troisième deuil aussi où, au moment où elle devait être apaisée, un moment où elle devait se ressourcer et puis bâtir ou se forger une certaine résilience par rapport à toutes ces bavures, on la convoque encore pour rien, sans dire pourquoi. Et puis le moment est très bien choisi et c'est pour ça que, je ne veux pas cesser de le dire, le FPR a échoué dans sa stratégie de maintien au pouvoir parce que nous n'avons plus un projet de société viable, crédible, où nous n'avons plus confiance à ce régime-là. Et la communauté internationale devrait écouter la population rwandaise et faire ce qu'il devait faire, parce que nous savons très bien que ce régime est en place grâce à l'aide et au soutien de certains pays de la communauté internationale. Et donc, en mettant en place des stratégies de pression contre ce régime, nous sommes persuadés et certains qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Donc, je vais terminer en remerciant du fond du cœur Ariane Clarisse Mukundene Kaisire d'avoir répondu à notre invitation. Yvette Mouhile, merci beaucoup. Et Ruhumuza, merci beaucoup aussi d'avoir pris ce temps pour répondre à l'invitation de Radio Itémé, de la Radio Itémé par rapport à cette émission spéciale qui avait pour but de lancer une alerte par rapport à nos préoccupations, des préoccupations assez sérieuses sur la vie de Madame Adeline Rwigara qui est en ce moment au Rwanda, qui a été convoquée à 2 reprises par le Rwandan Invitation Bureau, une institution de pression mise en place par le gouvernement rwandais.